Bon, les gars, connaissez-vous l'expression « Rome ne s'est pas faite en un jour ». Entre la fondation légendaire de la cité italienne par Romulus et Rémus en 753 avant Jésus-Christ et la déposition du dernier empereur d'Occident en 476, les rues de la ville ont connu 12 siècles d'activité humaine, de construction, de commerce, de monuments, de triomphes, bref, de péripéties et surtout de perfectionnements successifs. Alors, pourquoi je vous raconte ça? Certainement pas parce que cette chaîne est devenue subitement une chaîne d'histoire, même si c'est très intéressant, mais parce qu'en littérature, on pourrait raisonner un peu de la même façon. Ça, c'est la 11e tablette, sur 12, de l'épopée de Gilgamesh, le récit d'un roi et guerrier très puissant, Gilgamesh donc, qui va affronter puis se lier d'amitié avec un autre Tchad du nom d'Enkidu, avec lequel il va ensuite vivre plein d'aventures qui feraient passer la bataille de Stalingrad pour un pique-nique scolaire. Et la particularité de l'épopée de Gilgamesh, c'est que ce texte il date environ de 1800 avant Jésus-Christ. Alors oui, c'est loin, et ça veut aussi dire qu'entre Gilgamesh et Mémoire d'Adrien par exemple, il s'est écoulé plus de 37 siècles, soit 3 fois plus que la durée de l'histoire romaine dont j'ai parlé juste avant. Mais contrairement à l'histoire de Rome, où la ville s'est peu à peu dotée de routes, de monuments, de thermes ou d'aqueducs, en littérature, tout y était déjà depuis le début. Alors oui, si vous lisez Gilgamesh aujourd'hui, ce que je vous engage à faire d'ailleurs, vous verrez que c'est un peu vieilli sur la forme, mais en revanche, sur le fond, tout y est déjà. Héros charismatique, éléments perturbateurs, amitié forte, antagoniste, péripéties, quête initiatique, morale finale. C'est assez bluffant quand on s'en rend compte, mais c'est un peu comme si, en réalité, il n'y avait eu que de petites améliorations au fil des années en matière d'œuvres littéraires et que tout ou presque était déjà là dès l'origine. Alors, existe-t-il un progrès en littérature? C'est la première question que nous allons étudier aujourd'hui, mais elle en appelle tout de suite une seconde, beaucoup plus brûlante. Est-ce que la modernité, l'essor d'internet et toutes les technologies récentes vont finalement réussir à bouleverser, voire même détruire la littérature? Après tout, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au moment où l'IA s'est rameutée dans nos vies, et je pense qu'il n'est pas inutile d'en jacter un peu ici, entre gens de qualité. Des amis sérieux, comme d'habitude, hein. Alors, est-ce que le progrès va vous rendre analphabète? Est-ce que Klaus Schwab et George Soros vont interdire les livres avant 2030? Allez-vous enfin vous abonner à cette merveilleuse chaîne YouTube de grande valeur? C'est ce qu'on va voir ensemble maintenant, préparez-vous à charger dans le tas. Mais juste avant de plonger dans ce passionnant sujet et de nous interroger sur la tradition, l'innovation et la protection de l'art, que diriez-vous, justement, de remettre au goût une superbe tradition littéraire grâce à notre sponsor, Ex Libris Paris? Si vous avez raté un épisode, et même plusieurs d'ailleurs, Ex Libris Paris, comme son nom l'indique, c'est une petite entreprise 100% française tenue par un duo de petits génies, Lorraine et Igor, qui produisent des Ex Libris. Et qu'est-ce qu'un Ex Libris? C'est là que ça devient cool. En fait, au 19e siècle et au début du 20e siècle, tout lettré qui possédait une jolie bibliothèque se devait de marquer ses ouvrages de son sceau personnalisé. C'est un peu comme un blason de chevalier ou une belle signature calligraphiée, et ça pose avec un tampon sur mesure qui s'appelle, alors, un Ex Libris. Bravo, vous avez bien deviné. Alors, si vous aussi, comme Jack London, Lewis Carroll ou encore Winston Churchill, vous voulez avoir votre propre tampon, Ex Libris Paris est là pour vous. Depuis leur site en description, ou directement à leur boutique du Bon Marché à Paris, ouverte tous les jours, ils vous proposent d'échanger pour façonner votre Ex Libris personnalisé à partir d'éléments qui vous ressemblent et vous définissent pour un résultat magnifique que vous apposerez avec fierté sur les ouvrages de la Giberne. Elle est pas belle la vie? Alors passez faire un tour en description pour vous faire une idée et faites-vous plaisir en insufflant encore un peu plus de panache dans votre belle bibliothèque grâce à un Ex Libris personnalisé. Allez, zou, un grand merci à Ex Libris Paris pour la sponsor et puis générique. En Occident, c'est bien connu, la littérature commence avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, rédigées vraisemblablement autour du 8e siècle avant Jésus-Christ. Alors, j'en avais fait une vidéo il y a assez longtemps, que je vous remets à l'écran si ça vous intéresse, donc je ne vais pas vous résumer en détail ce qu'il s'y passe, déjà parce que je l'ai déjà fait, mais ensuite parce que je pense que vous le savez déjà. On y suit le siège de la ville de Troie, mené par les Grecs, puis le retour d'Ulysse, l'un des rois grecs du siège de Troie, vers son île d'Ithaque. Et ici encore, comme avec Gilgamesh, si la forme a profondément vieilli avec le passage des millénaires, sur le fond, on retrouve un nombre assez prodigieux d'éléments narratifs qui sont ensuite devenus des incontournables de nos productions littéraires. Un héros intelligent et charismatique, des combats grandioses, des ennemis ou des obstacles puissants, un happy end général quand Ulysse, en dépit des 12 915 clampins qu'il a perdus en chemin, arrive finalement à retrouver sa famille à la fin. Vous m'avez sauvé la vie. Mais je vous en prie. On a frôlé la catastrophe.
Et puis, même dans la narration pure, toute une partie de l'Odyssée est racontée par Ulysse sous forme de flashback, ce qui est aujourd'hui devenu, dans les livres comme dans le cinéma ou le jeu vidéo, une sorte de lieu commun avec toutes ces productions dont la première moitié consiste en une sorte de flashback plus ou moins bien maîtrisé. Et ces éléments, durant toute l'Antiquité, ils vont avoir tendance à se retrouver dans la littérature épique. Chez les Romains, l'équivalent de Homère, c'est Virgile qui, avec l'Énéide, imagine comment Énée, un rescapé de Troie et ancêtre mythique des Romains, erre à travers la Méditerranée et finit par fonder son royaume sur la péninsule italienne. Alors bien évidemment, en termes historiques, la valeur de l'Énéide est égale au QI de Nathalie Arthaud, c'est-à-dire 0, mais d'un point de vue littéraire, c'est un gros banger qui n'a pas pris une ride aujourd'hui. Maintenant, avançons un peu le chronomètre et parlons du lourd Moyen-Âge. À cette époque, le grand genre littéraire, c'est le roman de chevalerie, qui peut être soit en prose, soit en vers, auquel cas on parle aussi de chansons de geste. Bon, alors je vous fais pas un tableau, la littérature médiévale est à l'image du Moyen-Âge, complètement exubérante et débordante de testo. On a donc un Roland Furieux qui applique des OQTF par pack de 92 avec une épée dorée qui lui parle, un Perceval qui détruit des Golgoths en armure de 2000 kg en leur lançant des javelots dans la fif à 300 mètres en mode no-scope, ou encore un Jérusalem délivré, dans lequel, spoilers, Jérusalem va arrêter de payer la jizya assez promptement, faute de collecteurs mahométans en état de percevoir autre chose que des coups de clé mort dans la trogne. J'ai envie de dire Starfou-là. Et encore une fois, si les époques, les enjeux et les technologies varient, on retrouve dans ces textes la plupart des traits saillants des époques antiques. Héros valeureux à la grande naissance, code d'honneur, ruse maîtrisée, ennemi malveillant ou maléfique mais toujours très puissant, ne cherchez pas, le compte y est. Pourtant, si l'on associe souvent cette période aux productions du lourd Chrétien de Troyes, fort est de constater que des auteurs de romans médiévaux, il y en a eu des tripotés à partir de 1300 et que, le plus souvent, les types sont tellement peu originaux et interchangeables que les érudits modernes galèrent à les différencier. Bah ouais, en fait, les romans de chevalerie, c'est un peu le Netflix de l'époque. Si l'Europe est encore faiblement alphabétisée, la noblesse, déjà mieux instruite, est absolument biberonnée à ces récits, au point de calquer une bonne partie de son comportement, de son honneur chevaleresque ou de ses dingueries militaires sur les actions de Roland ou de Perceval. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Et ça, en plus d'être d'une mongolerie absolument savoureuse, ça nous montre une chose. Le travail de l'écrivain n'est absolument pas d'improviser, puisqu'il reprend le canevas des récits antérieurs, ni d'innover radicalement, parce que ses lecteurs ont un certain nombre d'attentes précises qu'il vaudrait mieux ne pas décevoir. Après tout, les mecs ont signé pour une belle histoire d'amour et des jafards qui se font saucissonner par douzaines à chaque assaut sur Saint-Jean d'Acre. Alors toi, si t'es un petit scribe de 60 kilos, va pas les décevoir, ça pourrait être dangereux. Quand les types de 130 kilos disent certaines choses, ceux de 60 kilos les écoutent. Alors, bien sûr, le Moyen-Âge va s'achever, Gutenberg va inventer l'imprimerie, le taux d'alphabétisation va peu à peu augmenter, et le nombre de textes imprimés en Europe va passer de 25 millions à 1 milliard entre 1500 et 1800, dans une courbe de croissance sidérante qui ferait passer le Bitcoin pour une petite braxouille. Excusez-moi d'avoir lu des livres. Et c'est à ce moment-là, vous allez voir, que le statut de la littérature est devenu paradoxal. D'un côté, le 18e puis le 19e siècle sont le lieu par excellence où s'élabore et rayonne le plus fortement le roman, tel qu'on le perçoit aujourd'hui. Aventure grandiose, histoire d'amour prenante, commémoration de grands événements historiques, bref, tout ce qu'on a déjà vu d'une part, et puis de l'autre, à compter des romantiques, on laisse un peu plus de place au monologue intérieur des personnages, à la sensibilité individuelle, à la contemplation un peu passive de la vie, bref, pour le résumer salement, à des trucs de fragile à la Musset ou à la Chateaubriand. Et ce qui est intéressant au XXe siècle, c'est que le phénomène devient général. Prenez du Céline, prenez du Bernanos, prenez du Zola, prenez du Proust, prenez du Monterland ou même du Camus, vous aurez toujours le même résultat. À partir de 1890, en gros, la littérature semble délaisser peu à peu les grands récits guerriers teintés d'épique pour des intrigues plus intimistes, soit dans les milieux bourgeois avec Proust, soit dans la petite classe moyenne avec Céline, soit carrément chez les prolixes avec Mimile Zola. Et mine de rien, c'est plus qu'un changement de courant littéraire ça, c'est un vrai bouleversement civilisationnel dont il est difficile, en vérité, de mesurer l'ampleur. Si je récapitule, de 1800 à 1900 environ, on a une prépondérance de la littérature épique et aristocratique, avec des héros valeureux, des valeurs militaires et des histoires frappantes, puis à partir de 1900, avec l'essor de l'industrie, l'apparition de la culture de masse, les deux guerres mondiales et le livre de poche, on bascule dans des récits au contraire très auto-centrés, voire, si je caricature, un peu nombrilistes. Et là-dessus, il y a une citation de Céline assez connue, où il dit que le rôle de l'écrivain est, je cite, de mettre sa peau sur la table, c'est-à-dire d'écrire sa vie et de narrer en fonction de son expérience du réel. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort. Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Et moi, ça, je veux bien, mais ça va totalement à l'encontre de ce qui était encore, un siècle plus tôt, la démarche de Victor Hugo par exemple. Hugo, quand il fait d'un bagnard repenti comme Jean Valjean une figure biblique de l'homme pieux et voué à la défense du bien, ou quand il invente un jeune noble défiguré qui prend le parti des plus pauvres à la chambre des lords dans L'homme qui rit, il se base certes sur ses lectures chrétiennes et sur son expérience d'homme politique, mais sa visée est avant tout l'universalité. Il écrit ses histoires pour qu'elles soient marquantes, impressionnantes et captivent le lecteur. Son but, ce n'est pas de raconter une tranche de vie ou de confier ses chagrins, il n'est pas dans une démarche cathartique, il est dans une démarche
pédagogique. Et ça change tout. En fait, jusqu'au XXe siècle, la position de l'écrivain, peu importe ses idées politiques par ailleurs, elle était absolument conservatrice, par essence. Un auteur, c'est un peu la Vestale qui garde le feu littéraire et veille à ce que les choses ne changent qu'à la marge. Quand Rabelais s'amuse à citer des auteurs antiques, que Victor Hugo calque ses histoires sur des passages de la Bible, ou que Chateaubriand, comme les grands ministres du XVIIe siècle, s'avise d'écrire ses mémoires, ils s'inscrivent tous les trois, consciemment et à leur manière, dans un processus de perpétuation de l'héritage littéraire. Ils reprennent ce qui a bien marché avant, ce qui leur a eux-mêmes plu en tant que lecteurs, et ils en font une nouvelle version, en essayant de concilier au mieux deux forces antagonistes. Leur désir de surprendre le lecteur pour lui plaire d'une part, et leur attachement aux formes et aux normes héritées de tous les siècles passés d'autre part. D'ailleurs, ça se retrouve pas mal dans l'érudition de ces auteurs. Rabelais, Hugo, Chateaubriand, Balzac, tous ces gus, ils citent régulièrement et explicitement dans leurs romans des vrais petits morceaux d'érudition. Parfois, il s'agit d'un auteur méconnu, parfois d'un fait historique ultra précis, ou parfois encore d'un texte littéraire totalement osef de nos jours. Et parfois même, les petits malins, ils te mitonnent totalement. Tu mens. Wallah, tu mens, frère. Et ils s'amusent à citer un texte ou un auteur qui n'existe pas, juste pour te bluffer et se faire passer pour des savants. Et ça, ce petit jeu de la digression savante, c'est quelque chose qui a complètement disparu chez Zola, chez Céline ou chez Giono, comme si ces écrivains plus récents n'avaient pas reçu tout l'héritage textuel de leurs aïeux. Alors bien sûr, ça s'explique par plusieurs facteurs, mais le premier et le plus important d'entre tous, celui sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est la massification brutale de la culture et des acteurs culturels. Alors oui, dit comme ça, c'est plus nébuleux qu'un propos de Sylvain Durif, alors je m'explique. C'est tout simplement une hallucination collective. Avec l'essor de l'école en France, les progrès de l'imprimerie, l'installation de la République et l'apparition un peu plus tard du marché du livre de poche, on s'est mis à avoir d'une part de grosses maisons d'édition qui contrôlaient le marché et standardisaient leurs livres pour plaire au plus grand nombre, et d'autre part des auteurs qui, soucieux de ne pas s'aliéner les lecteurs que leurs références antiques et savantes rebutaient, ont choisi de les réduire drastiquement, voire de les supprimer. C'est assez frappant par exemple de comparer la Chartreuse de Parme de Stendhal et le Hussard sur le toit de Giono. Le premier, qui date de 1839, contient plein d'allusions à l'histoire, à l'épopée napoléonienne, à la littérature de l'époque, et aux règles alors en vigueur, tandis que le second, qu'on datera de 1951, il contient certes une belle aventure dans le sud de la France, mais sans la moindre référence érudite. Et pourtant, ces deux livres se ressemblent par leurs héros qui parcourent des contrées ensoleillées, vivent des aventures incroyables, connaissent un amour impossible. En fait, c'est vraiment l'exécution qui change, parce que pour l'esprit, ça reste assez comparable. Et c'est là, je crois, l'une des causes majeures du recul de la qualité littéraire aujourd'hui. Les auteurs d'autrefois ne se voyaient pas comme des petites entités autonomes, mais comme la énième maille d'une grande chaîne. Ceux d'hier prétendaient à l'autonomie et à l'originalité totale, mais c'était surtout un mensonge, et au fond, ils avaient beau abaisser un peu leurs standards, ils avaient tous potassé leurs classiques jusque sur le bout des doigts, comme un Afghan dans la caboche fissurée d'Yann Moix. Il y a parmi les Afghans des gens qui connaissent Victor Hugo, qui ont lu Victor Hugo en farci sur le bout des doigts et qui sont venus en France pour ça. Faut pas vous essayer à la pensée, c'est pas fait pour vous. Mais ce faisant, ils ont permis l'émergence des aptères contemporains, des Despentes et des Dubois, des Bec Bédé et des Ernaud, qui n'ont, eux, aucune culture pour de vrai. Et si vous en doutez, il suffit de les écouter causer, le contraste est assez affligeant. Au début, quand j'ai compris que j'allais devenir écrivain, je trouvais ça pas très glamour, quoi. C'est un peu déçu, tu vois, j'aurais mieux mettre d'autres trucs plus glamour, quoi. Quoi, par exemple? Chanteuse ou un truc plus classe, quoi. Vous comprenez, le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite. Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une bonne. Bon, ça c'est de la connerie. Alors bien sûr, je vois venir les demi-habiles en commentaire, donc je le précise tout de suite. Oui, on n'aurait pas pu continuer infiniment à reproduire les mêmes schémas, il était important de faire évoluer la littérature. Mais la question à ce stade, c'est la vitesse d'évolution et ses conséquences. Parce que de Gilgamesh au Roland Furieux, elle a quand même bien évolué la littérature. C'est juste que ça s'est fait à un rythme infiniment lent, presque comparable à la dérive des continents, ou à la productivité d'un fonctionnaire français, c'est au choix. Seulement, depuis 1900, le rythme s'est radicalement emballé et l'accession des foules à l'art a amené à une sorte de démagogie où l'on a abaissé le niveau des œuvres tout en prétendant que le dit niveau ne s'abaissait pas, afin de contenter les benets consommateurs sans cesse plus nombreux. Et ça, on le voit partout en fait. Dans la chanson avec Nakamura qu'on compare à Edith Piaf ou à Brel, dans la peinture et la sculpture avec des daubes abstraites et sans perspective qui ne parlent à personne, sauf aux autistes en histoire de l'art et aux big patrons qui font de l'optimisation fiscale en spéculant sur ces daubes. Et on le voit, bien sûr, en littérature, avec la momie mélanchoniste Annie Ernaux, dont les séniles éructations publiées chez Gallimard ont reçu un prix Nobel, là où Céline ou Maupassant n'auraient pas voulu de ces opuscules pour se récurer le fondement un lendemain de raclette. Donc tout ça pour dire que le grand piège culturel de la médiocrité, c'est de vous rappeler qu'il faut bien changer, qu'il faut bien renouveler les choses et bouleverser les habitudes, mais d'occulter, ce faisant, la vraie question. Qu'est-ce que ça nous a coûté? Parce que si c'est bouger pour passer de Chrétien de Troyes à Victor Hugo en 5 siècles, je veux bien. Mais si c'est bouger pour passer de Victor Hugo à Christine Angot en 100 ans, merci mais non merci. Je préfère reprendre une rasade de Flaubert et une triple couche de Balzac sauce Rabelais.
C'est rageux. Et ce qui serait drôle maintenant, c'est de jouer les Madame Irma et de voir comment ça va évoluer. Vous n'avez pas pu manquer le phénomène, l'IA est arrivée en fanfare dans nos vies, et même si nous n'en sommes qu'au tout début, les implications de cette technologie sont absolument énormes. Pour la première fois, par exemple, on pourrait se trouver face à une machine capable d'écrire de meilleurs romans qu'un oubliable prix Goncourt. Je sais pas si vous réalisez la dinguerie là, mais bien sûr, comme avec tous les outils, l'IA n'est pas bonne ou mauvaise en soi, c'est ce qu'on en fait qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, qu'est-ce qu'on en fera à l'avenir? Déjà, de nombreuses maisons d'édition intègrent de l'IA pour les corrections de manuscrits ou les créations de couvertures. C'est pas encore parfait, mais je pense qu'on peut d'ores et déjà considérer, dans une économie du livre fragile, que les métiers de correcteur ou de graphiste vont être drastiquement réduits, voire même supprimés d'ici un demi-siècle maximum. De même, la mise en page, qui prend des plombes et coûte assez cher, elle pourrait tout à fait être remplacée par un robot bien entraîné qui ferait ça en un claquement de doigts, enfin, si j'ose dire, vu qu'il a pas de main, le bougre, mais vous m'avez compris. Mais bon, tout ça, en définitive, vous vous en fichez sûrement. La seule question qui compte, celle au cœur de toutes les angoisses, c'est est-ce qu'il viendra un jour où une IA pourra écrire de meilleurs romans que n'importe quel génie littéraire passé, présent ou futur? Et c'est là que ça devient franchement rigolo. Parce que si on prend le problème de front, il y a deux possibilités. Soit c'est oui, soit c'est non. Si c'est non, c'est qu'une difficulté technique et philosophique profonde dont on n'a pas encore identifié les contours bloque la création par IA. Dans ce cas, pas de problème, tous les amoureux de la tradition littéraire sont préservés. Et si c'est oui, bah en fait le paradoxe c'est qu'on va se retrouver avec une IA qui aura bien plus de données, de culture et de références que n'importe quel cerveau humain. Et ce que ça veut dire ça, c'est que dans cette hypothèse, un bon roman rédigé par une IA, il ressemblera fatalement plus à du Balzac, à du Stendhal ou même à du Camus qu'à du Ernaud, du Moix ou du Bec BD. Je sais pas si vous percevez bien toute l'ironie de la situation. Tout ce que l'IA peut supprimer, en fait, dans tous les domaines d'ailleurs, c'est le travail des gens moyens et médiocres. Ceux qui sont bons, ceux qui sont très bons et tout en haut de l'échelle, ils n'ont rien à craindre. En d'autres termes, quoi qu'on fasse, Hugo et Urs Tchad resteront au sommet pour toujours, tandis que les torrents numériques de la modernité balayeront les traînées de pneus littéraires modernes et postmodernes. En fait, dans tous les cas, le niveau ne pourra que remonter. Et comme l'IA se baserait sur le vécu des hommes et sur leurs meilleurs livres pour élaborer les siens, il resterait toujours de la place pour les bons écrivains et les nobles conteurs. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, personnellement, ça me réjouit assez formidablement. Je crois que l'IA, contrairement à ce qu'on dit, est une formidable opportunité. Et vous savez qui d'autre se réjouit? Les auteurs de La Giberne, ma propre maison d'édition, qui abattent tous, jour après jour, un travail de titan pour faire vivre et revivre les belles lettres françaises. Si vous doutez qu'il soit encore possible d'allier une maîtrise complète de l'héritage littéraire et une dose d'innovation nécessaire pour sortir la littérature de la voie de garage postmoderne, passez donc en description et cliquez sur le lien, vous allez vous régaler. Si vous aimez l'épique et les combats dantesques, Pays réel devrait vous plaire comme il a déjà plu à des cohortes de lecteurs. Si vous aimez les réflexions sur la nature humaine et la cruauté, Les Noces de Terre, l'histoire d'un voleur qui s'enrichit en revendant des cadavres de femmes dans la Chine des années 1930, il se trouve juste à côté, prêt à vous captiver à son tour. Et puis si votre kiff ce sont les histoires d'amour et les questionnements sur les rapports humains, foncez voir L'Essaim d'esprit de Jules Lacroix, un texte au croisement de Monterland et de Hermann Hesse. Bref, faites votre marché, vous allez forcément trouver de quoi faire de bonnes lectures. Et pour les plus jeunes d'entre vous, La Giberne est maintenant disponible sur le Pass Culture pour les versions numériques des textes, donc vous pouvez aussi passer par là pour vous les procurer. C'est un excellent moyen de doper votre culture littéraire naissante sans sortir votre carte bleue. Bon, et puis bien sûr, j'ai parlé dans cette vidéo de nombreux bons livres, donc je vous mets une petite sélection de lectures recommandées en description, vous pouvez passer voir, ça sera pas perdu non plus. Allez les gars, si vous restez sans rien faire à bêtement scroller sur la prochaine vidéo, faudra pas vous étonner qu'une IA vous pique votre place d'ici 20 ans. Prépare-toi quoi. Oui. Allez, petit arrêt culture, et puis conclusion. Ce qui est fascinant quand on considère l'histoire de la littérature dans son ensemble comme on l'a fait ici, c'est qu'on distingue de grandes phases et de grands courants, mais aussi toute une série de petites exceptions et de cas particuliers assez étonnants. Alors, si vous avez envie d'en débattre en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous, comme d'habitude, du moment que vous faites preuve d'un peu de bonne foi et de courtoisie. Sinon, je remercie encore et toujours Ex Libris Paris pour leur soutien récurrent. Allez donc voir leur Instagram que j'affiche à l'écran et envoyez-leur un petit message. Vous allez voir, le charme opère très vite et ils sont archi sympathiques. Pour le reste, vous connaissez la chanson, abonnement et petite cloche qui va bien, pouce en l'air pour aider au référencement et petit passage sur les réseaux sociaux et le Tipeee de la chaîne. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars.